Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous. Le samedi 18 avril, nous sommes dans le 33e jour du confinement. Et comme promis et comme annoncé, j'ai avec moi ce soir Monsieur Sébastien Olaran. Voilà, bonsoir Sébastien, comment allez-vous? Bon, voilà, ça c'était la question du début. Il y en aura d'autres, hein, bien entendu. On va commencer tout de suite avec vous, si vous le permettez. Comme ça vous permettra éventuellement, si vous avez, je sais que vous êtes pas mal occupé, de vaquer à vos occupations. Je sais que vous avez pris du temps pour moi et je vous en remercie. Pour moi et pour les personnes qui sont là, que je vais d'abord saluer. Xavier est là, Isabelle, Daniel qui est là. Bonsoir à vous. Sébastien, après cette première question, comment allez-vous? Effectivement, c'est une question qui se pose d'autant plus que on sait que le confinement pour vous, il est pas trop de mise puisque depuis mardi déjà, maintenant, vous êtes on vous a aménagé un petit endroit à la mairie pour commencer à gérer les dossiers avec votre équipe. Comment ça se passe? Ouais, ça, c'est une question qui faisait partie des sujets que je voulais aborder avec vous ce soir. Bien entendu, la première question qui me brûle les lèvres et dont je crois que ceux qui nous regardent ce soir sont avides de réponses, si tant est que vous puissiez apporter une réponse, en tout cas des éléments de réponse certainement, c'est les problèmes depuis quelques jours de passage à la frontière. Le maire, Monsieur André Hyper, aujourd'hui, sur sa page que j'ai partagée, a fait une lettre donc au préfet, me semble-t-il, expliquant la situation. Nous avons de l'autre côté une lettre datant d'hier de Monsieur Vassalo, le maire de Tende, qui, au nom de la CARF, a également interpellé le préfet Montagne également sur le sujet avec des réponses qui nous disent d'un côté non non il y a pas de souci, les Italiens ne font pas enfin les Italiens les carabiniers italiens à la frontière au passage de Fanghetto hein, puisque c'est de ce sujet qu'il s'agit ils ne font pas de différence, ils laissent passer à partir du moment où les gens sont en règle, hein, bien entendu, avec les deux attestations, la française et l'italienne, plus l'attestation de l'employeur. Et dans le corps de la lettre, en deuxième partie, un retour en arrière qui dit effectivement, au plus haut niveau de l'État italien, il a été décidé d'un arrêt total du passage des Français à cette frontière de Fonghetto. Je voudrais recueillir vos réactions sur ce sujet-là particulièrement. Attends, on me dit qu'on t'entend pas, Sébastien. Alors, on m'entend moi, mais on n'entend pas Sébastien. Alors, je vais peut-être changer mon fusil d'épaule. Est-ce que... je m'excuse, hein, voilà. C'est ça quand on n'est pas professionnel. Alors, on nous entend. Vas-y, Sébastien. Je sais. Vas-y, Sébastien. Allez-y, Sébastien. Dites-nous Et quelque oui, chose. Est-ce qu'on l'entend là? est-ce qu'on entend? Hop.
Alors j'attends les premières On va voir réactions. les commentaires. Alors dans les commentaires, dites-moi si on entend Sébastien. Pas de son, me dit-on. Voilà, ça commence bien. Pourtant j'ai tout réglé. Moi on m'entendait apparemment. La voix de Sébastien est inaudible. Alors là, Est-ce que là on entend mieux? Est-ce que quand je parle comme ça, on entend mieux? Sébastien Sanza, rien. Alors là, bon. Quel est ce souci? Puisque normalement j'avais tout réglé comme il fallait. Euh, Oui, ça y est. C'est bon, on nous entend. Bon, alors on va reprendre. Je suis désolé de ce faux départ. Euh, Donc, on était en train de parler après. Je suis désolé, Sébastien. Voilà Non, non, une y a pas de souci, il n'y a aucun problème. petite erreur de ma part. Je pense que c'est le fait d'avoir mis le casque qui ne fonctionnait pas. Bien. Donc, on était en train de parler après une brève introduction sur votre travail depuis le début de la semaine en mairie, puisque le maire André Hyper vous a attribué une place et vous nous disiez justement que vous étiez en train de travailler avec votre équipe. S'il vous plaît, si vous pouvez reprendre un petit peu, on reprendra le fil de notre conversation juste après. Oui, je disais que depuis le début de la semaine, j'ai la possibilité, grâce à Monsieur le maire André Hyper, de travailler en mairie de Breil-sur-Roya. Il m'a mis un bureau à disposition et donc nous avons commencé avec des membres de mon équipe à travailler à la fois sur la préparation du budget 2020, sur les subventions aux associations pour l'année 2020 et également sur le programme des manifestations et festivités sur la commune, même si dans ce domaine-là, on est bien sûr totalement dans le flou, puisqu'on ne sait pas cet été ce qu'on sera autorisé à organiser comme manifestation. Bien, oui, donc ça c'était donc la première partie du début de notre entretien et on était en train donc de viser sur la question dont tout le monde attend une réponse, en tout cas des éléments de réponse, qui est le passage à la frontière. J'étais en train de parler de la lettre de Monsieur André Hyper aujourd'hui au préfet et de la lettre d'hier avec la réponse aujourd'hui au sous-préfet Montagne au préfet Montagne pardon, et au préfet de Monsieur Vassalo au nom du maire de Tende et au nom de la CARF avec cette réponse qui finalement disait au plus haut niveau de l'État italien, il a été décidé que à la frontière à Fanghetto, les Français ne passaient plus. Voilà, donc et on était en train d'en parler. Oui, alors je disais que c'était une situation qui s'était déjà produite il y a quelques semaines. Il y avait des habitants de la Roya qui avaient été refoulés à la frontière et empêchés de passer par l'Italie pour se rendre en France. On nous a dit à l'époque que c'était uniquement des carabiniers italiens qui avaient fait du zèle et que ça ne correspondait pas à des consignes gouvernementales italiennes. En revanche, cette fois, il semble que les choses soient vraiment différentes, puisqu'il y a un décret qui a été pris au niveau gouvernemental italien qui donne la possibilité aux forces de l'ordre italiennes de refouler l'ensemble des Français qui voudraient franchir la frontière, en particulier au poste frontière de Fanghetto. Alors naturellement, c'est un très gros problème pour les habitants de la Roya, pour tous ceux qui doivent aller travailler sur le littoral, également pour tous ceux qui doivent se rendre sur le littoral pour suivre des soins. Et il y a des personnes qui sont obligées d'aller chaque jour à Monaco, à Nice, pour suivre des traitements lourds, médicaux, et ces personnes-là se retrouvent dans l'obligation de passer par l'école. Donc c'est effectivement un gros problème. C'est pourquoi aujourd'hui, je me suis entretenu de ce sujet avec deux députés, la députée de notre circonscription, Alexandra Valletta-Ardisson, et le député Éric Ciotti. Tous deux ont alerté les autorités préfectorales de ce problème. Et donc, il semblerait effectivement que les autorités locales italiennes se défaussent en disant que ce sont des consignes qui viennent de Rome, qui viennent du gouvernement central, et que donc eux n'ont pas de moyens de changer les choses à leur niveau. Cela étant dit, j'ai pu prendre connaissance du décret gouvernemental italien, et il apparaît
qu'en fait, le décret n'est pas si clair que ça. Et il parle effectivement des personnes qui viendraient en Italie en provenance d'un pays tiers qui ne sont pas autorisées, mais en revanche, rien n'est dit sur les personnes qui transitent par l'Italie pour se rendre d'un pays tiers vers un pays tiers. Donc en réalité, je pense qu'il y aurait au niveau local des marges d'interprétation qui permettraient que les choses se fassent de manière moins stricte. Alors, les autorités italiennes justifient ce durcissement par plusieurs choses, et notamment par des comportements de Français qui n'auraient pas été responsables. D'abord, il y a des personnes qui transitent par l'Italie sans porter de masque. Or, il faut savoir que le port du masque en Italie est obligatoire, si ce n'est pas le cas en France. Ensuite, il y a des personnes qui se sont rendues en Italie sans raison valable, et notamment pour aller faire des achats, et ça, ce n'est pas non plus autorisé. Et puis, il y aurait eu quelques cas beaucoup plus marginaux, mais de personnes qui auraient ouvertement provoqué, voire insulté des forces de l'ordre italiennes. Et donc, c'est cela qui expliquerait, d'après les autorités italiennes, ce durcissement. Cela étant dit, c'est une situation qui est inacceptable parce qu'on ne peut pas pénaliser les personnes qui ont des déplacements importants et qui doivent passer par l'Italie. Et c'est la raison pour laquelle il faut que les choses bougent. Et donc le préfet des Alpes-Maritimes a été saisi, l'a saisi le préfet d'Imperia, et la députée m'a annoncé qu'elle avait saisi le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, pour obtenir que les choses bougent au niveau gouvernemental, puisqu'apparemment cette décision aurait été prise à un niveau gouvernemental en Italie. Voilà ce que je peux dire sur cette situation. Très, très bien. En même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de payer? Alors là, c'est une question, voilà, un petit peu, je sais pas, aléatoire, on va dire. En tout cas, est-ce qu'on n'est pas en train de payer quelque part l'arrêté anti-poids lourd? Est-ce qu'il n'y aurait pas des velléités ou des acrimonies qui resteraient voilà, juste à ce poste-là. Il est vrai que, et on l'a constaté tous les jours là depuis 4 semaines, avec encore hier des personnes qui, assez stupidement d'ailleurs, posent la question sur des pages dédiées. Pensez-vous qu'on peut aller acheter des cigarettes chez Marisa ou chez Gasoline? Voilà, effectivement, ça existe. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi là-dedans une espèce de petite lutte, on va dire une petite vengeance? Oui, bien sûr, Amédée, je pense, et d'ailleurs les informations que j'ai eues attesteraient le fait qu'il y a forcément dans tout ça une dimension politique. Et les Italiens, de leur point de vue, n'ont jamais obtenu satisfaction lorsqu'ils ont fait des demandes aux autorités françaises. Par exemple, ils auraient voulu qu'on puisse favoriser les dérogations à l'arrêté anti-poids lourd pour la desserte locale. Apparemment, ça n'aurait pas été entendu. Que lorsqu'il y a eu des viaducs qui se sont effondrés en Italie, il y a eu des demandes pour suspendre l'arrêté anti-poids lourd. Ça n'a pas été entendu non plus. Cela étant dit, je pense que nous n'avons eu raison de ne pas donner de suite à ces demandes, car c'était un prétexte pour que les transporteurs italiens puissent remettre en cause notre arrêté. Donc je pense que nous avons eu raison de le faire. Mais il est évident que les autorités italiennes, au moment où elles ont pris cette décision, avaient en tête ces épisodes-là. Et elles avaient effectivement le sentiment que du côté français, on n'avait pas beaucoup fait de cadeaux aux Italiens. Et donc effectivement, ils semblent vouloir, au travers de cette décision, nous rendre la monnaie de notre pièce, ce qui est totalement injuste. Parce que bon, les mesures comme l'arrêté anti-poids lourd étaient, de mon point de vue, totalement justifiées. Et en revanche, la décision prise par les autorités italiennes a de lourdes conséquences sur les habitants de la vallée. Et ça n'est en rien justifié. Et ça fait partie des choses qui devraient cesser. Alors certains me disent, mais alors il faudrait que dans un rapport de force comme celui-là, la France fasse de même et ferme sa frontière aux Italiens, notamment sur le littoral. Je n'ai pas réellement d'avis tranché sur cette question-là. Il semblerait que les autorités françaises ne s'orientent pas vers ça. Peut-être que ça permettrait de faire bouger les choses. À ce stade, je n'ai pas de réponse, mais je n'ai pas le sentiment que, encore une fois, que les autorités françaises s'orientent vers cela. Oui, puis en même temps, ce serait un peu, voilà, une escalade un peu inutile que de dire on fait ça
parce qu'ils nous ont fait ça et on n'en sort plus. Je pense que j'ai eu hier notamment Madame Laurence Boetti Forestier au téléphone qui me dit voilà, il y a 4 niveaux de décision, il y a un niveau local, un niveau régional, un niveau national et puis après il y a un niveau européen. Sur certains points le niveau européen ça fonctionne bien, sur le local des fois il y a encore des soucis, sur le régional voilà. Et donc en fait, il faut que toutes ces instances, à un moment, peut-être travaillent de concert et qu'on évite tout simplement une escalade. Voilà, pour clore le débat qui reste ouvert, hein, mais voilà, on va pas faire 3 heures dessus parce qu'on a encore d'autres points à aborder. Est-ce que, à l'heure qu'il est, vous conseillerez aux Français, ceux qui travaillent, ceux qui ont une raison, de passer, de faire ce chemin plutôt que de passer 1 heure ou 1 heure et demie de plus. Est-ce que vous conseillerez aux Français qui ont une raison valable de traverser l'Italie, de traverser le point de Fanghetto notamment, est-ce que vous leur conseillerez d'y aller en l'état actuel? Ben, c'est très difficile. Je ne chercherai pas forcément à dissuader les personnes qui auraient envie d'essayer de passer, sachant qu'on a vu que selon les forces de l'ordre qui sont présentes, l'interprétation du décret ministériel n'est pas tout à fait la même, et donc ça pourrait être quelquefois plus souple. Donc si des personnes souhaitent essayer, je ne peux pas les dissuader de le faire. En revanche, je pense qu'il est très important de leur dire qu'ils doivent se rendre en Italie s'ils le font vraiment pour des raisons importantes, c'est-à-dire pour aller travailler ou pour des raisons médicales, leur dire également qu'ils doivent porter un masque puisqu'en Italie c'est obligatoire. Et ceux qui le souhaitent peuvent tenter le passage, mais en l'état actuel des choses, il y a de très fortes chances qu'ils se fassent refouler. Donc actuellement, le seul itinéraire par lequel on est sûr de pouvoir passer, c'est naturellement par Sospel et le col de Castillon. Et en soi, c'est extrêmement problématique. Et j'espère que les choses vont changer et qu'on va avoir les règles qui vont s'assouplir du côté italien sans devoir attendre la fin du confinement en Italie prévu pour le 3 mai, parce que ça signifierait encore 15 jours à devoir passer par l'école et c'est vraiment très problématique pour les habitants de La Roya. Bien sûr. Avec un dernier point, plusieurs fois on a eu des signalements de personnes qui ont entendu ou vu des poids lourds traverser, des poids lourds italiens, en tout cas étrangers, traverser les communes la nuit. Oui, ben c'est quelque chose qui est très fréquent, hein. On a pris un arrêté anti-poids lourd, les maires de la Roya et le département des Alpes-Maritimes ont pris un arrêté interdisant le passage de 19 tonnes hors desserte locale, et le fait est qu'il n'est pas totalement respecté et qu'il y a encore beaucoup de poids lourds qui circulent, notamment la nuit, et ça nécessitera de renforcer les mesures de contrôle et ça nécessitera d'appliquer de manière plus stricte également cet arrêté-là. Mais bon, ça pose des problèmes. On a dans la vallée des forces de l'ordre qui ne peuvent pas faire que ça, qui ne peuvent pas être mobilisées toutes les nuits pour surveiller les poids lourds, parce que quand ils travaillent la nuit, ils ne travaillent pas le jour où il y a sans doute plus de besoins. Donc effectivement, cet arrêté doit être mieux appliqué. Il restera à voir avec l'ensemble des maires de la Roya, les modalités pour pouvoir le faire respecter. Et puis il y a aussi un autre souci, c'est que généralement on leur met une amende qu'ils sont de toute manière prêts à payer et qui du coup ne sont pas vraiment dissuasifs. Ce qu'il faudrait faire, c'est pouvoir les obliger à faire demi-tour, mais là il y a des subtilités juridiques qui font qu'on n'est pas en principe autorisé à le faire. Donc ça fait partie des choses qui seront à étudier et qui pourraient éviter que la vallée de la Roya ne continue d'accueillir des poids lourds de plus de 19 tonnes alors qu'ils sont censés y être interdits. Après, alors là, puisqu'on parle des poids lourds, une question totalement de néophyte. Comment se fait-il qu'on n'ait jamais pensé à faire payer le passage comme on le fait au tunnel du Saint-Gothard comment cette solution n'a jamais été envisagée? Je pense que cette solution a dû être envisagée.
elle a dû être envisagée. Cela étant dit, on est sur une route internationale, donc quand on voit le nombre d'acteurs qui interviennent, aussi bien au niveau français, du côté français que du côté italien, c'est un système qui effectivement n'est pas facile du tout à mettre en place. Et puis, il faudrait aussi de veiller à ce que ça ne pénalise pas la desserte locale, il faudrait que ça ne pénalise pas les particuliers également qui viennent faire du tourisme dans la Roya. Donc effectivement, c'est quelque chose qui a dû être étudié, mais qui à mon avis jusqu'à présent a toujours été écarté parce que c'était à la fois trop compliqué à mettre en œuvre et avec des conséquences qui n'étaient pas forcément positives. Voilà. Ça serait pas forcément dissuasif? Dissuasif pour qui en réalité? Parce que les poids lourds, en réalité, ça ne les dérange pas véritablement de payer quand on voit ce qu'ils économisent quand ils passent par ici, plutôt que s'ils doivent faire le tour. Parce que de l'autre côté, ils ont également des péages, mais en plus, ils font beaucoup plus de kilomètres. Donc je ne suis pas certain que le péage soit forcément dissuasif. Peut-être que ça aurait un avantage, ça serait de permettre un petit peu de compenser financièrement les dégradations occasionnées par ces poids lourds. Mais je pense que ce n'est pas en soi une solution. Laisser faire des dégâts pour ensuite avoir l'argent pour les réparer, je pense que la solution qui a été choisie consistant à leur interdire purement et simplement le passage est la meilleure solution. D'accord. Avec une dernière voilà, un dernier ajout, c'est Lolo, hein, Lolo que vous connaissez sur Tende, qui se bat pour la ligne, qui me dit pour la desserte locale, il suffisait d'autoriser le transport par rail. Là, on est encore dans un autre problème, j'imagine. Et on est totalement en accord là-dessus. Voilà. On va laisser ce sujet de côté, le débat reste ouvert, hein, bien entendu, et on ne peut pas tout régler en quart d'heure ici, mais je trouve que c'est essentiel d'en parler. On va parler de votre action. Vous avez été élu donc au premier tour. Malheureusement, empêché d'exercer pleinement par les événements dus au Covid-19. Ça ne vous a pas empêché, pendant ce temps-là, d'être actif au niveau des personnes qui en avaient besoin. Je sais que vous avez pris votre téléphone à côté des actions de la mairie, hein, qui a fait aussi son travail. Attention, je suis pas là pour vous opposer l'un et l'autre. Hein. Voilà, le CCS a fait un travail formidable. Le CCS, d'ailleurs, que vous avez aidé avec votre équipe par un don de 1000 euros. Et on en reviendra après à propos des dons des associations. Mais donc, vous avez travaillé, vous avez initié ou en tout cas récolté les initiatives des petites mains, des petites cousettes qui ont fabriqué des masques. À ce jour, il y en a plus de 200 qui ont été fabriqués. Quid de la polémique il faut les mettre, il faut pas les mettre, c'est bon, c'est pas bon. Vous avez continué à les faire et à les distribuer, surtout les distribuer parce que c'est pas vous qui les avez fait. Mais voilà, ça a fait partie de vos nombreuses actions. Voilà, quelle est la température du village par rapport à ce que vous avez eu ces derniers temps? Bon, alors, il y a pas mal de sujets dans ta question. Alors, oui. Effectivement, nous avons été élus le 15 mars. Nous n'avons pas été autorisés à prendre nos fonctions parce que pour cela, il fallait réunir le conseil municipal afin d'élire le maire et les adjoints au maire. Et ça a été interdit par le gouvernement par principe de précaution. Donc, ce sont dans l'attente les municipalités sortantes qui restent en place et qui continuent d'expédier les affaires courantes. Donc, effectivement, je me suis retrouvé dans une situation un petit peu étonnante, à bien des égards frustrante, où je suis le maire, entre guillemets, élu, démocratiquement, mais pas encore en fonction. Et c'est un petit peu frustrant parce qu'on a envie, quand on est élu, d'agir tout de suite pour sa commune, pour ses habitants, et on n'a pas tous les leviers pour le faire. Alors, j'ai tâché, avec mes colistiers, nous avons tâché de nous rendre utiles à notre manière, bénévolement et parallèlement aux actions de la mairie qui ont été prises et qui allaient, de mon point de vue, totalement dans le bon sens, notamment au niveau du centre communal d'action sociale. Et donc, d'abord, j'ai entrepris de téléphoner à un certain nombre de personnes de plus de 80 ans habitant sur notre
celle dont j'avais le numéro de téléphone, dont j'ai trouvé le numéro sur l'annuaire, afin simplement de prendre de leurs nouvelles, de savoir s'ils avaient besoin de quelque chose, afin de pouvoir les aider. Et puis, nous avons également pu compter sur les bénévoles qui, d'eux-mêmes, se sont proposés, comme tu viens de le dire, à m'aider, à fabriquer des masques en tissu. C'est en tout 5 bénévoles qui ont fabriqué des masques en tissu avec leur propre tissu, avec des élastiques fournis gratuitement également. Et ça a permis de confectionner à ce jour plus de 200 masques en tissu que j'ai récupérés et que j'ai envie de distribuer à toutes les personnes de la commune qui en ont besoin, qui m'ont posé la demande. J'ai été aussi aidé pour cela par des infirmières libérales qui en ont pris pour les distribuer à certains de leurs patients. Et c'est vrai qu'à l'époque, on nous disait au niveau gouvernemental que les masques chirurgicaux, FFP2, dans le bien des cas ne servaient à rien. Alors, naturellement, on nous disait que les masques artisanaux ne servaient pour le coup carrément à rien. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que les masques en tissu, les masques FFP2, pardon, les masques chirurgicaux sont indispensables. La preuve, c'est que nous en commandons des milliards. Et les masques en tissu, on est en train de nous dire que finalement, ce ne serait pas une mauvaise solution. Donc je me réjouis que les bénévoles aient pris cette initiative. Je pense que nous avons bien fait d'encourager cela dès le début. Et aujourd'hui, c'est une grande fierté de savoir que nous avons quelques 200 Breillois, quelques Fontanais également, qui disposent de masques en tissu, qui constituent une protection qui n'est pas optimale, mais qui a le mérite d'exister contre le Covid-19. Tout à fait. Alors ensuite, il y a dans ces initiatives que nous avons relayées, nous ici aussi, qui sont relayées de partout, il y a eu une initiative de 3 associations breilloises qui ont fait, je le rappelle vite fait, il y a eu 700 euros de dons au CCAS, plus 700 euros de dons via le Xavier Durif et la pharmacie pour équiper les infirmières libérales, et en tout 2 autres associations pour 1400 euros. Alors là, c'était plus spécifique, c'était pour équiper donc au travers de la CARF, si je me trompe pas, l'hôpital de Breil d'un bilirubinomètre. Je crois que je suis en train de me tromper. Je vous vois opiner. Non, alors c'est pas les bonnes infos, c'est peut-être pas la CAF. Allez, je vous laisse nous en parler. Oui, effectivement, il y a vraiment une chose sur laquelle je veux insister ce soir et que je veux saluer, c'est la générosité d'un certain nombre de Breillois et d'associations breilloises dans ce contexte de crise et d'épidémie de Covid-19. Et effectivement, il y a beaucoup de particuliers qui se sont mobilisés, je l'ai dit pour les masques, qui ont porté assistance à leurs voisins âgés ou considérés comme des personnes à risque. Et donc, je veux vraiment rendre hommage à ces personnes-là. Et puis, des associations qui se sont également portées volontaires pour faire des dons. Et pas mal d'entre elles m'ont sollicité pour me dire, bon, on aimerait être utile, on aimerait faire un don. Et à qui doit-on le donner pour que ce don soit véritablement utile? Alors, j'avais identifié en premier lieu le Centre communal d'action sociale, parce qu'il est dépendant de la mairie de Breil-sur-Roya, parce que le Centre communal d'action sociale a dû se substituer à l'aide humanitaire des sapeurs-pompiers, qui apportait notamment l'aide alimentaire aux plus démunis et qui aujourd'hui a des difficultés à s'approvisionner en nourriture. Et donc, le CCAS a entrepris de se fournir en nourriture pour pouvoir assurer cette aide alimentaire aux plus démunis. Donc, un certain nombre de dons d'associations ont été orientés vers le Centre communal d'action sociale. Ensuite, j'ai pris attache avec la maison de santé, en la personne du docteur Gerschein, et avec le pharmacien Griff, qui m'ont dit qu'il y aurait d'une part un besoin au niveau des infirmières libérales, pour qu'elles puissent s'équiper en matériel, notamment en masque, en gel, en gants. Et donc ça, c'est quelque chose qui du coup va être pris en charge par l'association Acruella. Un don au CCAS a été fait par le canal de Granier. Puis il y a l'association Asucheta Brienne qui va faire un don à la maison de santé, pour faire simple, pour effectivement financer l'achat
d'un bilirubinomètre, qui est un appareil qui permet de détecter des formes de jaunisse chez les nouveau-nés, les nourrissons, parce que dans certains cas, effectivement, chez les nouveau-nés, il peut y avoir des formes de jaunisse qui provoquent qui provoquent des lésions cérébrales dans les formes les plus graves. Et cet appareil va permettre à l'unique sage-femme de l'ensemble du territoire de la CARF de pouvoir assurer le suivi des nouveau-nés à domicile, puisque effectivement dans le temps actuel, les mamans et leurs nouveau-nés quittent la maternité plus rapidement qu'en temps normal, et donc cet appareil va lui permettre de détecter ces formes les plus rares et les plus graves de jaunisse, et donc d'éviter des problèmes de santé graves chez les nouveau-nés. Donc effectivement, on a eu à la fois le canal de Granil, la Suceta Brienca et la Cruella qui ont fait des dons qui seront véritablement utiles dans ce contexte d'épidémie de Covid-19. Je rappelle que l'achat du bilirubinomètre à lui seul coûte pratiquement plus de 2000 euros. Hein, c'est ça. Hein. Oui, c'est 2000 euros. 2000 euros. Voilà. Oui, donc déjà, on remerciera jamais assez les associations, ce qui prouve encore que à Breil, on a ce lien qui existait bien avant le Covid-19 et qui continue, et ça c'est important. Ce qui m'amène à bien sûr le problème qui va se poser assez rapidement à la fin des confinements. C'est la reprise économique et la reprise touristique. J'en parlais encore avant-hier avec pas un coup de gueule, mais je suis toujours un petit peu emphatique quand je parle de ça, avec notamment des efforts à faire au niveau des bénévoles, au niveau des associations, qu'elles soient patrimoniales, touristiques, breilloises. Et je pense que vous en serez le porte-parole, tout du moins l'ordinateur quelque part de cette reprise, parce qu'elle est essentielle, il faut qu'elle soit rapide, il faut qu'elle soit immédiate. Oui, je veux dire effectivement que j'ai de graves inquiétudes sur les conséquences économiques de ce confinement à Breil-sur-Roya en particulier, puisque donc un grand nombre d'entreprises ont été obligées tout bonnement de cesser leur activité. Quelques-unes d'entre elles ont été obligées de réduire leur activité. D'autres, enfin, je dirais, les plus chanceuses ont pu rester ouvertes, mais malgré tout, elles ont été obligées de s'adapter et de mettre en place des règles sanitaires plus strictes. Donc, je crains des conséquences économiques graves de cette crise sur les entreprises de Breil-sur-Roya. Alors, il va falloir, dans l'immédiat, les aider à connaître les aides dont elles peuvent disposer, aides qui ont été mises en place au niveau de l'État, au niveau de la région, au niveau du département, au niveau de la CARF, tout en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie, et aussi en partenariat sur le territoire de la CARF avec une association qui s'appelle Initiative Menton Riviera. Et donc j'appelle ce soir les entreprises de Breil-sur-Roya, de la vallée de la Roya, et plus généralement l'ensemble du territoire de la CARF, à prendre tâche, à se rendre notamment sur le site internet de Initiative Menton Riviera, où il y a une plateforme qui guide les entreprises pour les aider à faire les démarches pour obtenir les aides dont elles peuvent bénéficier. Et par ailleurs, il y a possibilité d'établir un contact téléphonique avec cette association pour avoir un accompagnement personnalisé. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important dans l'immédiat. Par ailleurs, il faut effectivement penser à l'après et à ce que nous pourrons faire, et en particulier à ce que pourra faire la commune de Breil pour favoriser la reprise économique dès que l'activité pourra reprendre, et pour limiter l'impact de cette crise sur, en particulier, la saison touristique. Alors, tout dépendra aussi de la forme que prendra le déconfinement, j'imagine. Il y a beaucoup de pistes qui sont envisagées. On n'a pas, je ne peux pas faire d'annonce ce soir, d'une part parce que je ne suis pas en responsabilité, d'autre part parce que ça va dépendre forcément de la situation financière de la commune, parce qu'on ne sait pas non plus quel sera l'impact de cette crise sur les finances communales. Et il y aura aussi un impact, évidemment, car nous allons perdre des recettes, mais c'est évident que la commune devra agir.
et elle devra agir sur plusieurs volets. D'abord, dans la mesure du possible, pour alléger les charges qui sont perçues par la commune et qui pèsent sur un certain nombre d'entreprises. Ensuite, elle devra agir pour mener une véritable promotion touristique, pour essayer d'attirer, à partir du moment bien sûr où le tourisme pourra reprendre, essayer d'attirer un maximum de touristes, sachant que cette année, je pense que les personnes qui prendront des vacances iront relativement proches de chez eux. Et donc je pense qu'il y aura une promotion touristique à mener à destination notamment des habitants du littoral pour qu'ils soient incités à venir séjourner dans notre vallée de la Roya et à Breil-sur-Roya. Et puis, la troisième chose à laquelle il faudra réfléchir, c'est à essayer d'encourager, d'inciter à la consommation locale. Et sur ça, nous avons également des pistes, mais que nous devons étudier et dont nous parlerons un petit peu plus tard lorsque nous aurons pu prendre nos fonctions. Donc une communication accentuée, on l'a bien compris. Tout dépendra aussi de la forme que prendra le confinement, le déconfinement. On en sait encore finalement que très peu. Là aussi, le 11 mai, il y aura déjà demain le Premier ministre prendra la parole, mais le 11 mai, on en saura un petit peu plus sur ce qu'on va appeler maintenant le déconfinement. Il restera encore un nombre de problèmes à régler. Les personnes fragiles qui devront rester chez elles combien de temps, les commerces de bouche, les bars, les restaurants qui a priori, sont encore empêchés jusqu'à mi-juillet d'exercer leur activité. Tout ça, tout ça dépendra bien sûr des annonces très prochaines de nos gouvernants. Alors, effectivement. Alors, par contre, simplement un point. Le président de la République a publié un communiqué hier dans lequel il a indiqué que cette idée selon laquelle une partie de la population, notamment les personnes âgées ou les personnes dites fragiles parce que souffrant de handicap, par exemple, devraient rester confinées plus longtemps que les autres, cette idée est écartée, a priori. Je dis bien a priori parce que c'est vrai que depuis le début de cette crise, on a vu tellement de revirements qu'on n'est peut-être pas à un revirement près. Mais il semblerait qu'il ne soit plus question de laisser connaître une partie de la population. Et je pense que c'est tout à fait logique parce que ce serait une mesure, de mon point de vue, discriminatoire. Et puis, où est-ce qu'on fixerait la limite d'âge? Est-ce que c'est à partir de 60 ans qu'on est plus vulnérable, de 65 ans, de 70 ans, de 80 ans? En réalité, tout ça est très subjectif. Hein. Et par ailleurs, il faut que chacun, puisqu'on est en train de parler d'adultes là en l'occurrence, puisse être responsabilisé. Et donc je pense qu'après la fin du confinement, il faudra continuer de tenir un message fort à destination de l'ensemble de la population en disant que pour les publics qui sont fragiles, pour les personnes qui sont âgées, nous les incitons toujours à limiter au maximum leurs déplacements, à respecter les mesures barrières pour leur propre santé, pour celle des autres. Mais par ailleurs, à mon avis, il n'y a pas de raison de prendre une mesure aussi stricte et rigide que maintenir le confinement pour cette partie-là de la population. C'est un petit peu mon point de vue sur cette question-là. Pour revenir simplement sur la question de la saison touristique, effectivement, c'est un petit peu difficile de savoir qui sera autorisé, ce qui sera interdit. On ne sait pas quand est-ce que les hôtels pourront ouvrir, on ne sait pas quand est-ce que le camping pourra rouvrir. Bon, il y a des problèmes spécifiquement breillois sur le camping dont on parlera à une autre occasion, mais on a beaucoup de flou. Est-ce que la piscine pourra rouvrir? Parce que ça aussi, ça aura un impact, notamment un impact budgétaire, les finances de la commune. Et aussi un impact en termes d'attractivité. Donc tout ça, c'est des choses que nous ne savons pas. Quelles sont les manifestations que nous pourrons faire cet été? Est-ce qu'il pourra y avoir des soirées estivales du Conseil départemental en juillet? Est-ce qu'on pourra organiser le festin, les festivités du 14 juillet? On ne sait pas encore. Et donc tout ça, c'est des flous que le gouvernement doit lever rapidement. Parce que c'est en fonction de ça qu'on pourra s'organiser et qu'on pourra tâcher de limiter les conséquences négatives du Covid-19 et du confinement sur notre économie locale. C'est vrai que pour ce qui est de Breil notamment, j'ai Albert qui me dit les hôtels sont fermés, ce qui nous a obligés à annuler notre rencontre annuelle de fin mai, les cousinades Hyper Rostani. Il y a
Il y a aussi des événements que la société Abrenka euh, devait faire. On a du côté du président Pomarède et de la Cruella toute la campagne de travaux qui est soit annulée, soit reportée. Beaucoup d'événements sont soit annulés, soit reportés. Ce qui n'empêche pas, je l'ai toujours dit et je le dis encore, ce qui n'empêche pas les associations brailloises de continuer à travailler, de continuer à travailler sur les projets. C'est pas parce qu'ils sont en confinement qu'ils ont tout arrêté. C'est pas parce qu'ils ne se rencontrent pas une fois par mois ou une fois par semaine qu'ils ont tout arrêté. Vraiment, ils sont toujours en train de travailler. Et si des événements sont annulés, notamment des événements qui devaient avoir lieu à des dates bien précises. On va parler par exemple des pèlerinages annuels qui ont des dates bien précises. Il y a d'autres événements, des chorales qui devaient venir, qui vont être reportés. Voilà, ce qui va permettre aussi d'avoir pour vous et votre équipe, dès votre installation, un sacré problème au niveau des emplois du temps, j'imagine. Effectivement, je pense que beaucoup d'associations vont vouloir reprogrammer leurs manifestations. Et ça, c'est quelque chose que nous allons devoir organiser. Mais en soi, ce sera une bonne nouvelle. On ne va pas se plaindre que la vie reprenne véritablement sur notre commune. Et bon, il y a forcément des événements qui ont dû être organisés. Je suis entièrement d'accord avec toi pour dire que les associations continuent de travailler et la plupart s'efforceront de faire un petit peu plus tard dans l'année ce qu'elles n'ont pas pu faire maintenant. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je ne vais pas avancer, je ne vais pas donner de montant, mais je vais dire simplement que notre philosophie consiste à dire que pour les subventions aux associations 2020, nous resterons sur la même enveloppe globale approximativement que celle de 2019 parce que nous considérons que les associations ont encore la possibilité d'agir même si certains événements ont été annulés. Donc c'est un petit peu notre conception des choses. On pourrait se dire, bon, ils feront moins d'événements, donc on diminue les subventions. On ne veut surtout pas entrer dans cette logique-là, qui est une logique décliniste d'une certaine manière, et on veut se dire, nos associations sont là, elles participent du dynamisme de notre commune, et donc nous devons les soutenir comme nous l'avons toujours fait cette année 2020. Très bien. Et notamment, c'est d'autant mieux que ces associations, pour certaines, attendent ces subsides de la mairie, puisque ça couvre pour certaines leurs frais pour l'année et ça leur permet de fonctionner grâce aux subventions de la mairie. Subventions que j'en profite, on peut demander en ce moment à l'Office du tourisme, puisque même si il n'est pas ouvert au public, il continue de fonctionner et notamment on peut par le biais de mail leur soumettre la demande de subvention. Donc tout ça est bien organisé par la mairie actuellement. Oui, alors j'en profite pour dire que la date limite pour déposer les demandes de subvention était le 15 avril. Donc voilà. Nous l'avons dépassé de 3 jours. Voilà, Cela étant dit, compte tenu du contexte et étant donné le fait qu'un certain nombre d'associations qui demandent habituellement des subventions n'ont pas encore déposé leur dossier, nous continuerons à accepter quelques dossiers qui arrivent en retard. Cela étant dit, j'invite les associations qui nous écoutent et qui n'ont pas encore fait leur demande à le faire rapidement. Très bien. Parce que notre objectif est de pouvoir voter ces subventions le plus rapidement possible après notre prise de fonction. Et d'ailleurs, pas plus tard que cet après-midi, j'ai étudié avec l'un de mes colistiers l'ensemble des dossiers qui ont déjà été déposés. Donc c'est quelque chose sur lequel nous travaillons déjà et nous travaillerons sur les autres dossiers aussitôt que nous les recevons afin de pouvoir apporter cette aide financière le plus rapidement possible. Très bien. Il nous reste encore un dernier point à voir. C'est un point que je trouvais important. La vallée, notre vallée, la Roya, a été relativement épargnée par la pandémie de Covid-19, dans le sens où
peut-être par le respect quand même des gestes barrières, peut-être par aussi le fait que enclavé et un petit peu oublié, on a peut-être moins de passages. C'est peut-être le seul point positif de ça. Enfin, c'est ce que je pense, mais on peut ne pas être d'accord avec moi. Donc, euh, il y a eu jusqu'à présent, s'il me semble bien, un seul cas, une seule suspicion de cas ces dernières semaines de Covid-19 et malheureusement deux cas avérés. Moi, euh, comment dire, j'ai la certitude pour deux. Peut-être y en a-t-il plus. Là, on va sur d'autres chiffres, mais en tout cas deux cas de Covid avérés au temps des cerises de Saorge, à l'EHPAD de Saorge. Alors, on a de nombreux EHPAD ici de cas avérés. Alors je rassure tout le monde, ces cas ont été pris en charge, les personnes ont été hospitalisées. Et le personnel ainsi que les résidents du temps des services de Saorge ont été testés. Voilà. Avez-vous eu connaissance de ces cas, Monsieur Sébastien Olaran? Alors effectivement, depuis le début de l'épidémie de Covid-19, j'ai eu connaissance à ce jour d'un seul cas de Covid-19 sur la commune qui a été contracté en dehors de la commune et dont la personne est guérie depuis maintenant un peu plus de 2 semaines. Mais effectivement, ces derniers jours, j'ai été informé de au minimum 2 cas de Covid-19 avérés à la maison de retraite de Saorge. Les personnes auraient été évacuées et les autres résidents devaient être testés dans les plus brefs délais. Et j'espère, si cela n'a pas encore été fait, que cela sera fait au plus tôt. Cela étant dit, je suis moi d'accord avec toi, Amédée, pour dire qu'il semblerait que dans ce cas précis, l'enclavement de la vallée de la Roya, qui en général est notre faiblesse, a pu s'avérer une force parce qu'elle nous a permis d'être un peu plus épargnés par le Covid-19 que d'autres coins de France. Cela étant dit, ces derniers cas signalés à la maison de retraite de Saorge nous font dire que nous ne sommes pas non plus totalement épargnés et qu'en aucun cas on doit se sentir dans un îlot protégé et baisser la garde, se mettre à opter pour des comportements qui ne respectent plus les gestes barrières. La menace est là, elle est présente dans la vallée de la Roya, peut-être un peu moins qu'ailleurs, mais tout de même, et les gestes barrières et les mesures de précaution doivent être respectés scrupuleusement à Breil-sur-Roya et dans la vallée de la Roya, comme ailleurs en France. On ne remerciera jamais assez notre personnel soignant dans la vallée, ainsi que tous les commerçants, mais alors absolument tous, qui ont appliqué dès le départ les gestes barrières, qui ont fait leur maximum pour rester ouverts au plus grand nombre, en respectant la distanciation. Et j'ajoute au passage la Poste de Breil, le Crédit Agricole, qui aussi, eux aussi, ont fait tous les efforts pour permettre aux personnes qui en avaient besoin d'être présents et de ne pas les laisser tomber. De même que le CCAS qui a aussi s'est occupé des personnes qui en avaient besoin. Et ça aussi c'est la solidarité, ça aussi c'est l'entraide. Et je sais, pour l'avoir régulièrement au téléphone, que Christelle s'est rongé les sangs pendant 2 semaines à essayer de trouver une solution pour pouvoir servir les personnes, puisque finalement on se connaît quand même plus ou moins tous ici et on est plus des connaissances que des simples voisins. Donc voilà, il faut vraiment encore une fois de plus les remercier et je sais que vous pensez la même chose, c'est pour ça que je me permets de le dire. Tout à fait. Et dans la continuité de ce que tu viens de dire, effectivement, je veux également rendre hommage à l'ensemble de nos personnels soignants, tous ceux qui interviennent dans le domaine médico-social, mais plus généralement tous nos services publics, les services de la commune, les services de la CARF, les services du département, également nos enseignants, nos forces de l'ordre,
effectivement nos services publics postaux, et puis également l'ensemble des personnes du secteur privé qui permettent dans cette période-là de répondre aussi aux besoins des populations. Donc c'est toute une chaîne qui se met en place dans un contexte comme ça, et c'est peut-être dans cette période-là, dans ces périodes-là, qu'on comprend le mieux l'importance de l'ensemble de ces services, qu'ils soient publics ou privés, pour nos populations et pour notre vie quotidienne. Je veux effectivement, comme toi, leur rendre hommage. Écoute, merci beaucoup. Hein. Voilà, on va pas. Je suis désolé pour le début qui a été un peu, voilà, un petit peu empêché par ce problème de son. J'avais tout prévu sauf le son. Et donc je m'en excuse. J'espère que à l'occasion, vous serez d'accord pour revenir encore éclaircir certains points, en tout cas nous parler du futur Drey et de cette enquête qui vraiment mais essentielle. C'est pour ça ce petit truc amateur que j'ai fait, et je vous remercie d'y accorder le crédit en étant là ce soir. Mais en attendant, ça nous permet voilà, d'être ensemble, peut-être d'avoir les infos qu'on n'a pas eu le temps d'aller chercher ailleurs. Et c'est uniquement le but de ce petit programme que je vous propose tous les soirs. Merci, monsieur. Alors, oui. Ben je te remercie très chaleureusement, Amédée, de ton invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être venu ce soir dans ton émission quotidienne de Entraide Brey alentour, et je tiens à saluer véritablement ton initiative qui est excellente, qui participe de cette chaîne Solidarité dont je parlais à l'instant, qui participe à informer les habitants de Maïs-Roya et de la vallée de la Roya, mais d'ailleurs, parce que j'ai vu que tu avais des audiences bien au-delà. C'est la famille, c'est la famille. Et tout cela est effectivement une excellente chose qui, j'en suis certain, perdurera sous une forme ou sous une autre, oui, même après le confinement. Mais disons que si cette période a eu un autre avantage, c'est de t'avoir permis de lancer cela. Et je t'en remercie très chaleureusement, parce que toutes les personnes qui me parlent en sont ravies. Eh bien, c'est très gentil. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, avant qu'on se quitte, que j'aurais oublié, quelque chose que vous souhaitez dire, auquel je n'aurais pas pensé? Non, je pense que tu as posé les bonnes questions, et je pense avoir dit l'essentiel. Mon dernier message, c'est une nouvelle fois, merci à tous ceux qui œuvrent pour la solidarité, et à l'ensemble des personnes, continuez de respecter l'ensemble des gestes barrières. Ne baissez pas garde, parce que nous ne sommes pas encore sortis de cette crise, et si nous voulons pouvoir reprendre le plus tôt possible notre vie normale, il va falloir être encore particulièrement vigilants. Voilà, restez chez vous donc le plus souvent possible, ne sortez qu'en cas d'absolue nécessité, hein, dans les règles établies pour tous, c'est pour le bien de tous, hein, ce sont pas des règles qui sont là pour nous empêcher de vivre, ce sont des règles qui sont là pour qu'on continue à vivre. C'est ça qu'il faut se dire. Merci Sébastien, je vais prendre l'antenne encore 5 petites minutes pour faire ma petite conclusion. En tout cas, merci d'être avec nous ce soir, et j'espère qu'on se reverra très prochainement pour encore peut-être un autre point sur notre village aimé et notre vallée que nous aimons tout autant. Un grand merci, je suis à ton entière disposition, tu le sais. Merci beaucoup. Voilà, on va prendre juste l'antenne pendant que je dis au revoir à Sébastien. Voilà, merci Sébastien. Je reprends l'antenne quelques minutes. Je m'excuse vraiment pour ces problèmes de son du début que je n'avais pas prévu. Je pensais que le casque serait une bonne alternative pour éviter peut-être des problèmes, et en fait c'était pas une bonne idée, donc je m'en excuse encore. Merci d'avoir été là. Je vais juste je vais faire un petit point là sur les personnes qui sont ici, vite fait. Je vois que Jean-Michel est là, Déborah, salut. Chacha, je suis désolé, je vois ta question maintenant, qui est l'unique sage-femme de la CARF.
je n'en sais absolument rien et je suis désolé de ne pas le savoir. Eric est avec nous. Salut mon Kirikou, comment tu vas? Lucienne qui nous dit, je crois que chacun de nous a un rôle à jouer dans la reprise économique de Breil. Oui, tout à fait, chacun de nous a un rôle à jouer. Geneviève est avec nous. Antoine, bonsoir. Mon Pomarède, le doigt sur la couture de pantalon et le salut réglementaire qui me dit que je me sens visé. Je ne sais pas pourquoi je me sens visé, mais tu as certainement raison. Mon président, Nicolas, salut Nicolas. Jean-Louis qui est là aussi. Et Elisabeth, bonsoir Elisabeth. Christine et voilà, je vais pas vous citer tous, je vois qu'il y a Bibou aussi qui est là, Monica, Sarah qui est là de Bourges. Allez, je vous dis simplement deux petites choses aujourd'hui. Donc, il y a ces lettres, ces courriers de monsieur André Hyper, le maire de Breil, de monsieur Vassalo, le maire de Tende, et aussi en tant que vice-président de la CARF, qui a adressé des courriers. Vous les avez, vous pouvez les lire sur leur page à eux ou sur la page d'Entraide Breil, si vous voulez. Il me reste deux choses à vous dire. La première, Nice Matin, Menton, qui fait un appel à témoignages, famille ou proches en EHPAD, dans le cadre d'un dossier sur les EHPAD, parution le lundi 20 avril, c'est-à-dire dans 2 jours. Nous recherchons des témoignages de familles qui auraient un proche actuellement en EHPAD. En cette période de crise sanitaire, comment vivez-vous la situation? Comment arrivez-vous à maintenir le lien malgré le confinement? Si vous voulez témoigner, vous pouvez contacter donc Nice Matin Menton sur leur adresse mail, c'est-à-dire menton nicematin.fr, menton nicematin.fr. Je ne sais pas si je l'ai partagé, mais je vais le faire si je ne l'ai pas fait. Dernière chose, pour ce qui est d'un petit peu, on est tous confinés, Netflix, la télé, voilà, une initiative là sur YouTube. Donc, vous pouvez voir dans le cadre de l'événement Lionsgate. Lionsgate, c'est un producteur cinéma hollywoodien. Donc, dans le cadre de l'événement Lionsgate Live Night at the Movies, une nuit au cinéma, au profit de la Will Rogers Motion Pictures Pioneer Foundation, c'est-à-dire qui se consacre à aider les personnes qui travaillent dans l'industrie du cinéma et qui aident financièrement les employés du théâtre victimes de la crise du Covid-19. Dans ce cadre-là, à partir du 17 avril, c'est-à-dire depuis hier, chaque semaine, il y aura sur YouTube un film gratuit à visionner. Donc, à partir d'hier, c'était, et jusqu'au 24 avril, c'était Hunger Games. Voilà. À partir du 24 avril, vous pourrez voir donc gratuitement sur YouTube, dans ce cadre-là, Dirty Dancing. À partir du 1er mai, ce sera La La Land. Et à partir du 8 mai, John Wick. Voilà. Tout ça, c'est sur YouTube. Il vous suffit de se rendre sur la chaîne YouTube Lionsgate Movie. Je vous mets l'information. Si jamais vous voulez voir ou revoir Hunger Games, Dirty Dancing, La La Land et John Wick. Voilà. 4 bons films. Un classique maintenant, Dirty Dancing. Un oscarisé, La La Land. Un film de science-fiction fantastique, Hunger Games, le premier est vraiment pas mal. Et John Wick, alors là, malheureusement, celui-là, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas vous en parler. Voilà, allez, je vais vous voir, il est 19h29. Écoutez, même avec le petit problème technique, on réussit à être dans la bonne mesure. Je vous dis au revoir. Demain, c'est dimanche. Je crois que je vais me reposer, hein. On va reprendre lundi soir 18h30. Ça vous permettra un peu de souffler. Sauf s'il y a actualité, mais dans ce cas, je vous ferai un petit avertissement. Mais allez, disons qu'on se retrouve lundi, ça sera bien pour tout le monde, un petit peu de repos aussi. N'oubliez pas ce soir, 20h, c'est-à-dire dans une demi-heure, du côté de la Chapera, du côté de chez Albert, dans le centre du village, les applaudissements, le concert de cloches et de sonneries diverses et variées.
avec aux commandes sur la Chapera les riverains et du côté de la rue de Turin, pareil. Je vous signale que tout ça, je sais qu'il y a des controverses, et des gens, oui, on applaudit, mais ça fait du bien de le faire. Voilà, ça fait du bien de le faire, et ça, c'est essentiel. Je vous dis donc à lundi 18h30. Je vous embrasse, je vous aime. Merci encore à Sébastien Hollande d'avoir été des nôtres. Je proposerai bien entendu à Monsieur le maire de faire la même chose. Je lui envoie un mail dès demain. S'il a envie de venir aussi s'exprimer sur ce lieu qui est ouvert à tous. Hein. Voilà, y a pas, je ne fais pas de préférence. Il faut que l'information soit donnée par tout le monde pour tous. Hein. Et je vous rappelle la petite devise que j'aime maintenant beaucoup, beaucoup, que m'a soufflé Julia Bonnet. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on est plus fort. Merci beaucoup. À lundi, 18h30. Bisous, bisous. Passez un bon week-end. Alors, les week-ends en ce moment, c'est un peu comme la semaine. Hein, mais bon, passez le bon quand même. Et surtout, restez chez vous. Merci, au revoir.